Il y a un crime silencieux que peu osent commettre, celui d'y voir clair. La clarté n'est pas la lucidité poétique, c'est la brutalité, c'est voir les intentions cachées derrière les sourires, les chaînes derrière les traditions, le calcul déguisé en bonté. Et quand vous avez l'air comme ça, le monde ne vous pardonne pas, parce que la clarté démantèle le théâtre. Et le théâtre est tout ce que beaucoup ont. La plupart préfèrent le confort d'un mensonge bien raconté à la vérité nue et crue, parce que la vérité exige un positionnement. D'autre part, l'illusion offre du réconfort. La lumière est froide, l'obscurité est chaude. La clarté, c'est la prise de conscience que la moralité n'est souvent rien de plus qu'un ornement, que le bien est souvent une excuse, que ce qui est juste est souvent ce qui a été bien raconté. La clarté, c'est voir que le héros dépend de la version de l'histoire, que le méchant n'est pas toujours celui qui a commis le plus de mal, mais celui qui a perdu le contrôle du récit. Et cette compréhension non seulement libère, mais isole aussi. Le clair-penseur ne discute pas, n'observe pas, ne s'implique pas dans des débats houleux, étudie le scénario, les acteurs, le scénario. Pendant que les autres crient, il calcule. Alors que les autres applaudissent, il demande « Qui a écrit cette pièce ?» La clarté vous rend dangereux, non pas parce que vous voulez détruire, mais parce que vous ne croyez plus aux symboles qui maintiennent les autres en ordre. Vous ne vous prosternez plus devant l'autel de l'opinion publique. Vous ne tremblez pas face aux titres. Vous n'êtes pas impressionné par les palais, parce que vous savez que derrière chaque autel, chaque médaille, chaque mur, il n'y a que des hommes. Et les hommes sont faillibles, fragiles, manipulables et parfois brillants. C'est pourquoi le génie n'est pas accepté, parce qu'il dit ce que personne ne veut entendre, ou pire, il dit ce que tout le monde sait, mais ne supporte pas d'affronter. Et voici le point crucial. La clarté seule ne suffit pas. Il faut du courage, car voir n'est que le premier pas. Agir sur la base de ce qui a été vu, c'est ce qui transforme la lucidité en crime. Le monde pardonne aux aveugles, se moque des naïfs, tolère les insensés, mais craint et punit ceux qui voient trop, ceux qui comprennent vite, ceux qui ne se laissent pas emporter par l'émotion du collectif, ceux qui comprennent, par exemple, que beaucoup de compliments sont des pièges, que les promesses sont des formes de confinement, que même l'amour peut être une stratégie de contrôle. Cet homme est qualifié de froid, de paranoïaque, de sociopathe, mais peut-être est-ce simplement clair. La clarté, c'est savoir que la bonté sans stratégie est inoffensive, que la connaissance sans action est une bibliothèque morte, que la moralité sans pouvoir n'est qu'un ornement pour les faibles. Et cette clarté, lorsqu'elle est appliquée, devient une stratégie, et lorsque la stratégie est réussie, devient une maîtrise. Et la domination, lorsqu'elle est vue par ceux qui ne comprennent pas, semble être un crime. D'où le titre de ce chapitre, le crime de clarté. Non pas parce que la clarté est mauvaise, mais parce qu'elle brise des accords invisibles. Des accords qui disent « faites semblant de croire ». Nous avons fait semblant aussi. De cette façon, tout le monde peut dormir en paix. Mais le génie ne dort pas, il voit. Et c'est pourquoi c'est lui qui définit les directions, bien qu'en silence. Si vous avez déjà ressenti cette clarté faire mal comme une lumière trop forte au milieu de la nuit, vous le savez, c'est solitaire. Oui, mais c'est le début de la souveraineté. Il arrive un moment dans la vie où il faut choisir. Ou bien on devient souverain de soi-même, ou bien on disparaît dans l'oubli confortable de ceux qui n'ont jamais osé le faire. Et ce choix ne se fait pas sous les projecteurs, il ne se fait pas dans des discours ou dans de grands moments, il est donné dans le silence. Dans l'intervalle entre une pensée inconfortable et la décision de ne pas l'avaler, entre le fait de voir quelque chose que les autres ignorent et le silence ou l'action, la souveraineté commence comme un malaise, une contrariété face à l'évidence, une lassitude face aux répétitions, une lassitude
face à l'attente de reconnaissance. Et quand on le perçoit, on ne peut plus jouer le jeu de l'approbation. On se rend compte que la vérité n'a pas besoin d'un public, que l'authenticité n'est pas négociable, et qu'être rappelé ne vaut rien si le prix est de trahir sa propre vision. C'est là que le changement subtil et irréversible commence. Vous commencez à choisir le silence qui observe, au lieu du bruit qui plaît. Vous commencez à parler moins, mais à réfléchir davantage. Écouter n'est pas d'accord, mais c'est déchiffrer. Bouger non pas pour appartenir, mais pour se positionner. Et le monde le ressent et réagit. Parce que le souverain ne dépend pas de l'affection. Il ne se plie pas au récit actuel. Il comprend la morale comme un outil, pas comme une prison. Il sait que les règles ont été faites par ceux qui ont gagné et qu'elles peuvent être réécrites par ceux qui osent. Que la souveraineté ne s'habille pas d'arrogance, qu'elle soit discrète, qu'elle ne crie pas, qu'elle retienne son regard, qu'elle ne convainc pas, qu'elle fasse jouer le temps en sa faveur. Et c'est pour cela qu'elle est si dangereuse, parce que ceux qui n'ont pas besoin d'être aimés ne peuvent pas être contrôlés. Ceux qui ne cherchent pas l'appartenance n'ont pas peur de l'exclusion. Celui qui connaît sa propre valeur ne s'incline devant aucun prix. Mais voici l'avertissement. La souveraineté fait des ravages. Elle exige du détachement. Vous perdrez les applaudissements. Vous verrez des portes se fermer, des amis s'éloigner. Mais ce qui reste, c'est de l'or. Reste le silence fort de ceux qui ne vivent pas pour plaire. Il y a la légèreté de ne pas avoir à faire semblant. Reste la clarté de savoir que même seul, vous ne vous êtes pas trahi. Et finalement, entre l'ombre du conformisme et la lumière tranchante de la souveraineté, vous comprendrez, l'oubli est le destin des dociles. L'éternité est le prix de ceux qui osent penser à voix haute, même quand tout le monde demande le silence. Alors, choisissez, qu'on se souvienne d'avoir été utile ou d'avoir été incontrôlable. Souveraineté ou oubli, il n'y a pas de juste milieu. Mais il y a autre chose que nous devons explorer. Quelque chose qui va au-delà de la simple clarté mentale, l'art de la patience stratégique. Parce que le vrai génie ne voit pas seulement ce que les autres ne voient pas, mais il sait quand révéler ce qu'il sait et quand le garder secret. Machiavel a écrit que tout le monde voit ce que vous semblez être, peu ressentent ce que vous êtes. Ce n'est pas seulement une observation, c'est une stratégie de survie. Le génie intelligent apprend à marcher entre les mondes. Le monde des apparences, où il doit se déplacer avec précaution, et le monde de la vérité, où il peut respirer. La maîtrise consiste à savoir qu'emporter chaque masque sans se perdre dans l'un d'eux. C'est l'art de paraître inoffensif, tout en construisant votre royaume intérieur, de sourire aux imbéciles sans en devenir un, de participer au jeu sans y croire. C'est peut-être l'aspect le plus sophistiqué du génie, la capacité d'opérer simultanément sur plusieurs niveaux de réalité, alors que les autres vivent dans une seule dimension. Vous apprenez à naviguer entre eux comme si vous parliez des langues différentes. À première vue, vous savez exactement quoi dire pour maintenir la paix sociale. Au niveau intermédiaire, vous comprenez les véritables motivations derrière chaque geste. Au niveau profond, vous concevez des stratégies qui seront exécutées des années plus tard. Et au niveau le plus intime, vous gardez intacte votre vérité essentielle. Cette multiplicité de conscience est ce qui différencie le génie mature du rebelle immature. Le rebelle crie ses vérités sur les toits, espérant que le monde changera, parce qu'il a raison. Le génie plante des graines dans un sol fertile et attend le bon moment pour qu'elles germent. La patience stratégique est, par essence, la prise de conscience que la vérité a son propre temps. Ce n'est pas toujours le temps que nous voulons, mais c'est le temps qui fonctionne. Et c'est en travaillant avec ce temps, plutôt que contre lui, que la clarté se transforme en véritable pouvoir. Voici un concept que peu de gens comprennent. La différence entre être craint
et être respecté. La peur est une émotion primitive qui génère de la résistance. Le respect est une reconnaissance intellectuelle qui génère un suivi. Le génie recherche le respect, pas la peur, bien que parfois la peur soit inévitable. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la véritable intelligence fait peur? Pourquoi les esprits les plus lucides sont-ils si souvent réduits au silence? Et qu'y a-t-il derrière la peur que nous ressentons face à ceux qui voient ce que personne d'autre ne voit? Nietzsche a écrit un jour « Et ceux qu'on voyait danser étaient jugés comme des fous par ceux qui ne pouvaient pas entendre la musique. » L'expression est belle, mais elle cache une vérité brutale. Le génie, le vrai, l'inconfortable, l'irrévérencieux n'est pas célébré, il est craint. Imaginez que le génie n'est pas un don gracieux, mais une transgression, non pas une bénédiction du ciel, mais une attaque contre le monde des apparences. L'esprit qui pense en dehors des marges, qui n'accepte pas les vérités préfabriquées, qui se moque des règles, qui démasque les rituels de la moralité. Cet esprit est dangereux. Il ne rentre pas dans les salles de la vertu. Il brise des miroirs sacrés, ici, dans cet espace, entre le conscient et l'inconscient, entre la santé mentale et le délire. Nous allons marcher ensemble, le long d'un chemin que peu osent parcourir. Ce n'est pas une vidéo sur la façon d'avoir l'air intelligent. C'est un appel, presque un murmure, pour ceux qui pensent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la façon dont le monde définit l'intelligence. Si vous avez déjà remarqué que le système récompense l'obéissance, que les éloges publics sont souvent un cadeau empoisonné, que la vraie connaissance exige la solitude, le courage et même la froideur, alors vous êtes prêts à entendre ce qui va suivre. Parce que dans cette vidéo, nous allons mettre à nu l'illusion romantique du génie bon enfant, de l'intellectuel inoffensif, de l'érudit domestiqué. Nous allons comprendre pourquoi, dans la vision de Machiavel et de tant d'autres penseurs indomptables, le vrai génie ne se contente pas de comprendre le monde, il le réécrit. Et cela, mon ami, semble illégal. Mais peut-être que ce qui est illégal, en réalité, c'est de vous permettre de vivre enchaîné à la médiocrité. Peut-être que le plus grand crime est d'étouffer votre clarté pour vous adapter au confort des autres. Préparez. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de vertu, nous parlerons de lucidité. Nous n'invoquerons pas la sainteté, nous invoquerons la souveraineté. Respirez profondément. Vous êtes sur le point de traverser le miroir. Vous avez déjà remarqué comment le monde prétend vénérer les génies, mais seulement après leur mort. Lorsqu'ils respirent, ils sont ignorés, ridiculisés, réduits au silence. La société aime l'idée du génie tant qu'il est loin, de préférence enterré ou domestiqué, parce que le vrai génie, celui qui pense avec une liberté inconfortable, qui ne répète pas les vérités autorisées, qui observe le monde avec des yeux nus et froids, ce type est inacceptable, il ne s'intègre pas, il fait des bêtises. La figure du génie domestiqué, le savant compatissant, l'artiste excentrique, le professeur distrait, est une invention confortable. Il sert à maintenir le système debout. Un génie qui divertit, qui contribue sans contester, qui s'incline devant l'esthétique de l'acceptation, que l'on peut même recevoir une statue. Mais l'autre type, celui qui traverse les couches de l'illusion et révèle la mécanique de la manipulation, celui-là est traité comme une menace, et il l'est, parce qu'il n'a pas besoin d'être aimé. Il veut comprendre, et une fois qu'il comprend, il ne reste pas silencieux. C'est le génie que Nietzsche a pressenti lorsqu'il a parlé de la volonté de puissance, une force qui ne cherche pas l'affection, mais l'expression, qui ne vit pas pour plaire, mais pour s'affirmer. Le génie inacceptable est, par définition, un exilé. Il se promène parmi les hommes comme s'il regardait une pièce absurde. Mais il ne rit pas, il ne fait que calculer, il ne sourit pas aux acteurs, il mémorise la scène, il anticipe l'effondrement de la scène. Et vous savez ce qui le rend plus dangereux? Qui ne désespère pas d'être rejeté. Le génie qui ne s'incline pas est celui que Machiavel aurait qualifié de vertueux.
non pas au sens chrétien clair, mais au sens le plus grossier, celui qui possède la capacité de plier la fortune à sa volonté. Il ne s'agit pas d'être bon, il s'agit d'être efficace, non pas de chercher la justice, mais de lire la réalité telle qu'elle est, nue et crue, et de se mouvoir avec précision. Ce génie ne demande pas la permission de penser, il ne discute pas avec les aveugles, il les évite. C'est pourquoi on le qualifie d'arrogant, de froid, de dangereux. La vérité est que leur présence expose la fragilité de l'autre. Vous n'avez pas besoin de crier. Sa lucidité est un rasoir silencieux. Il perçoit ce qu'il y a derrière le discours, ce qui motive les gestes, ce qui se cache entre les lignes. Et cette perception est intolérable dans un monde formé à récompenser l'apparence de la vertu plutôt que la vérité. Le génie, quand il est authentique, ne fait pas partie de la fête. Il éteint les lumières, parce que le vrai génie ne vient pas apporter du réconfort. Il vient mettre le feu à des certitudes, et c'est pour cela qu'il est rejeté. C'est pour cela qu'il est isolé, et pourtant, c'est lui qui dicte les règles, bien qu'en silence. C'est le fou qu'un siècle plus tard, on appellera un visionnaire. C'est le traître qui, après la chute de l'Empire, sera célébré comme un prophète. Il est le monstre qui a finalement sauvé le peuple, mais de la mauvaise manière. Penser vraiment n'est pas un acte neutre, c'est un affront. La plupart des gens ne veulent pas penser, ils veulent confirmer, renforcer, sentir qu'ils ont raison, pas découvrir s'ils ont tort. La pensée comme un acte profond, solitaire et radical est considérée avec méfiance parce que ceux qui pensent trop commencent tôt ou tard à voir, et ceux qui commencent à voir commencent à s'inquiéter. Regardez autour de vous. Le monde récompense les obéissants, pas les lucides. L'école récompense le redoublant. L'entreprise promeut celui qui ne se pose pas de questions. La religion exalte celui qui croit sans doute. Mais le penseur, celui qui soupçonne, qui questionne, qui retrace le chemin, c'est toujours celui qui est inconfortable, l'étranger, celui qui ne sourit pas sur les photos. Et ce n'est pas une coïncidence. La pensée est dangereuse parce qu'elle démantèle les scénarios où d'autres agissent avec tant d'efforts. Une pensée vraie est comme une étincelle dans un théâtre de papier. Il brûle vite, il brûle facilement. C'est parce qu'il pensait trop que Socrate a été condamné, que Giordano Bruno a été brûlé, que Machiavel a été exilé, non pas parce qu'ils avaient tort, mais parce qu'ils avaient trop raison, trop tôt et sans permission. Sa lucidité a coupé comme un couteau. Machiavel en particulier l'a compris comme peu d'autres. Je savais que les idées ont un prix et que la clarté a un coût. C'est pourquoi il a écrit Le Prince, avec un langage grossier, chirurgical, sans prétention. Je ne voulais pas plaire, je voulais montrer que la vertu politique n'est pas morale. C'est la stratégie, que les hommes ne sont pas bons, mais prévisibles, que penser librement en politique, c'est penser comme quelqu'un qui prépare un piège, soigneusement, de sang-froid. Avec le temps, vous commencez à vraiment réfléchir quand vous commencez à perdre des amis, quand vous arrêtez de rire à certaines blagues, quand les beaux discours ne vous émeuvent plus, quand l'éloge ressemble plus à de la manipulation qu'à de la reconnaissance. C'est à ce moment-là que l'on découvre que la pensée libère, mais isole aussi. Parce que penser, ce n'est pas seulement voir ce que personne n'a vu, c'est voir ce que tout le monde a vu, mais remarquer ce que personne n'a osé nommer. Le vrai penseur devient dangereux lorsqu'il commence à remarquer le jeu derrière le jeu, lorsqu'il se rend compte que les mots les plus couramment utilisés, justice, paix, bien commun, sont souvent des façades d'intérêt beaucoup plus sombres. Il devient dangereux parce qu'il découvre que le roi est nu et qu'en réalité, tout le monde le savait déjà, mais il préfère faire semblant. Penser est dangereux parce que c'est un acte de désobéissance intérieure, c'est-à-dire je n'accepte plus de vivre avec un bandeau sur les yeux. C'est le début de la séparation entre vous et le troupeau. Et quand vous commencez à vous éloigner, il le remarque et cesse de vous tirer en arrière. L'avez-vous déjà ressenti?
cette pression invisible de ne pas être si intense, de ne pas trop réfléchir, de ne pas compliquer les choses. C'est le système qui se défend, mais la pensée ne pardonne pas. Une fois que vous avez vu, vous ne pouvez plus arrêter de regarder. Et c'est là le risque et aussi le privilège, car comme le disait Pascal, l'homme n'est plus qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais il est un roseau pensant. Et c'est précisément parce qu'il pense qu'il devient souverain ou criminel. Lorsque votre clarté est si évidente qu'elle ne peut être niée, lorsque vos prédictions se réalisent avec une précision mathématique, lorsque vos stratégies fonctionnent alors que celles des autres échouent, alors vous n'avez pas besoin de vous imposer. Vos concurrents parlent mal pour vous, mais cela nécessite quelque chose que la plupart ne possèdent pas. La discipline d'être excellent en silence pour perfectionner votre art sans avoir besoin d'un public. Devenir enseignant avant que quiconque ne vous reconnaisse comme tel. Le monde est plein de gens qui veulent passer pour des génies sans faire le travail d'en être un, qui recherchent la reconnaissance sans concurrence, l'admiration sans mérite. Mais le vrai génie inverse l'équation. Il devient d'abord indispensable, puis inévitable. Et quand vous arrivez à ce point, quelque chose d'étrange se produit. Les mêmes personnes qui vous ont rejeté quand vous n'étiez personne commencent à chercher votre approbation quand vous êtes quelqu'un. Ceux qui vous ont traité de fou citent maintenant vos idées comme si elles étaient les leurs. Ceux qui t'ont exilé se disputent maintenant ton attention. Cette ironie ne doit pas vous surprendre ou vous rendre amer. C'est simplement la mécanique du pouvoir social. Les masses suivent toujours quiconque fait preuve d'une compétence conséquente, qu'elles le comprennent ou non. Mais voici le dernier test du génie. Que faites-vous du pouvoir une fois que vous l'avez? Deviens-tu ce que tu méprisais autrefois? Utilisez-vous votre position pour vous venger de ceux qui vous ont rejeté? Ou maintenez-vous l'intégrité qui vous a amené là? Le génie dégénéré est celui qui, une fois reconnu, devient aussi corrompu que le système qui l'a rejeté. Il s'enivre de son propre pouvoir et oublie les vérités qui l'ont amené sur le trône. Il devient sous un tyran bienveillant, mais un tyran quand même. Le génie authentique, en revanche, utilise son pouvoir pour créer de meilleurs systèmes, pour éduquer au lieu de dominer, pour élever plutôt que d'humilier. Non pas parce qu'il est moralement supérieur, mais parce qu'il comprend que le vrai pouvoir ne consiste pas à contrôler les autres, mais à les libérer. C'est le dernier paradoxe du génie. Plus vous avez de pouvoir, moins vous avez besoin de l'utiliser. Plus vous générez de respect, moins vous avez à l'exiger. Plus vous devenez indispensable, plus vous êtes libre de choisir vos batailles. Et à la fin, quand vous regardez en arrière, vous vous rendrez compte que le chemin du génie n'a pas consisté à devenir quelque chose d'extraordinaire. Il s'agissait d'oser être complètement ordinaire dans un monde qui vous poussait à être extraordinaire de la mauvaise manière. Il s'agissait de choisir l'excellence tranquille plutôt que la médiocrité bruyante. Il s'agissait de préférer une vie de substance à une vie d'apparence. Il s'agissait de devenir le genre de personne dont le monde a besoin, pas nécessairement le genre de personne que le monde veut. Maintenant que nous arrivons à la fin, dites-moi, souhaitez-vous toujours qu'on vous appelle un génie? Parce qu'après tout ce dont nous avons parlé ici, c'est peut-être devenu clair. Être un génie n'est pas un titre, c'est un fardeau. C'est le poids de trop voir, de trop penser, de ne pas pouvoir se rendormir après avoir ouvert les yeux pour la première fois. Le vrai génie ne vit pas dans les applaudissements, il vit dans la clarté. Il n'est pas nourri par des tapes dans le dos, mais par l'étrange sérénité de savoir que derrière le théâtre de la vie, il y a des engrenages et que vous avez appris à les faire fonctionner. Le ressentez-vous, ce silence intérieur qui surgit lorsque vous comprenez que le monde n'est pas juste, mais que cela ne vous empêche pas de le surmonter? Ce malaise existentiel mélangé à une immense faim
d'être plus que ce que l'on attend de vous. Alors oui, peut-être que vous êtes prêts, mais comprenez, il n'y a pas de retour en arrière. Après la lucidité, l'ancien confort meurt. Après la souveraineté, toute soumission devient insupportable. Après la clarté, le prix du mensonge devient trop élevé et en vaut toujours la peine. Parce que vivre les yeux fermés, c'est survivre. Mais vivre les yeux ouverts, même si on vous dit dangereux, arrogant, voire criminel, c'est exister complètement. Et en fin de compte, c'est à vous de choisir. Être un de plus, ou être celui qui passe à travers le miroir. Être le public, ou être l'auteur. Être rappelé comme un reflet, ou comme le feu qui a brûlé le rideau du théâtre. Et si quelqu'un vous dit que c'est fou, souriez. Peut-être ont-ils raison, mais seulement parce que dans ce monde aveugle, c'est la vision qui fait la différence.